Bonjour chers étudiants, nous allons effectuer la correction de l'épreuve de physique du concours d'accès à la faculté de médecine et de pharmacie d'Oujda de l'année 2020. Allons-y. Dans la question 11, on a dit qu'on réalise le montage de la figure 1 tel que le condensateur il est déchargé initialement. Et à l'instant t égale à 0, on place l'interrupteur K sur la position 1. Tel que l'énergie fournie par le générateur au circuit de l'instant t égale à 0 à l'instant où le régime permanent est établi, elle est donnée par EG qui est égal à C fois E au carré. Et on a demandé l'expression de la valeur absolue de l'énergie dissipée par effet Joule dans le circuit entre l'instant t égale à 0 et l'instant où le régime permanent est établi. Alors pour répondre à cette question, on sait que l'énergie fournie par le générateur elle est donnée par EG qui est égal à E emmagasiné dans le condensateur qu'on va noter EE plus la valeur absolue de l'énergie qui va être dissipée par effet Joule dans la résistance. Et donc la valeur absolue de EJ elle est égale à EG moins EE. Or, on sait que l'énergie emmagasinée dans le condensateur, elle est donnée par 1/2 C fois E au carré. Et puisque d'après l'énoncé EG, il est égal à C fois E au carré, on déduit que EJ en valeur absolue, c'est égal à 1/2 C fois E au carré. Alors, la bonne réponse pour cette question est A. Dans la question 12, on a dit, on prend les mêmes données de la question 11. Et on a dit, quand le régime permanent est établi, on bascule l'interrupteur K sur la position 2. Et on choisit cet instant comme nouvelle origine des dates, c'est-à-dire t égale à 0. Et on donne E qui est égal à 6 volts et l'énergie emmagasinée à t égale à 0 par le condensateur et E indice E qui est égal à 18 microjoules. Et la valeur de la constante du temps, qu'on va noter après tôt, c'est RC, elle est égale à 100 millisecondes. Et on a demandé la valeur absolue de l'intensité du courant dans le circuit juste après le basculement de l'interrupteur sur la position 2. On sait que à t égale à 0, I0 il est égal à E sur R. Et on a la constante du temps, taux, qui est égale à RC. Donc on peut écrire I0 sous la forme C fois E sur taux. Alors cherchons C. On sait que E il est égal à 1/2 CE carré, qui est égal à 18 microjoules, et E égale 6 volts. Donc on déduit que C qui est égal à 2 fois EE divisé par E carré. Donc en remplaçant la valeur de EE dans le système international des unités, et aussi en remplaçant E par sa valeur, on déduit que C, c'est égal à 1 fois 10 moins 6 farad, c'est-à-dire 1 microfarad. D'où la valeur de I0 qui est égale à C fois E sur taux, et en remplaçant la valeur de taux toujours dans le système international des unités, c'est-à-dire 100 millisecondes, on la remplace par 100 fois 10 moins 3, on trouve que I0 c'est égal à 60 fois 10 moins 6 ampères, c'est-à-dire c'est 60 microampères. Donc la bonne réponse pour la question 12 est D. Passons maintenant à la question 13, dans laquelle on considère un projectile supposé ponctuel qui est lancé depuis un point O à l'instant t égale à 0. Et le vecteur vitesse initiale V0 fait un angle alpha avec l'horizontale ajustable à volonté. Le référentiel d'étude lié au sol est supposé galiléen. Et l'axe horizontal sera noté OX, tandis que l'axe vertical sera noté OZ. Le vecteur V0 est situé dans le plan XOZ et sa norme est constante pour tous les tirs. Le champ de pesanteur il est uniforme
et les forces dues à l'air sont négligeables devant le poids du projectile. Et on donne la valeur de G, de V0, tangente 18 degrés et tangente 81 degrés. Et on rappelle que 1 sur cos carré alpha, il est égal à 1 plus tangente carré alpha. Et on a demandé de choisir parmi les valeurs données à alpha pour atteindre une cible. Et on a demandé de choisir parmi les valeurs données à alpha pour atteindre une cible M1 de coordonnées X1 qui est égal à 500 mètres, 0 et Z1 égale 250 mètres. Pour répondre à cette question, on va appliquer la deuxième loi de Newton. Donc on sait que le projectile est soumis seulement à son poids. Et donc cette loi s'écrit MA qui est égal à M fois G qui est le poids. Et donc on déduit que l'accélération A elle est égale à G. La projection selon Z donne dvz sur dt égale moins G. Le moins parce que G il est dirigé vers le bas. Et donc en intégrant, on obtient Vz qui est égal à moins G fois t plus Vz à t égale à 0. Et en faisant la projection de V0 sur l'axe OZ à t égale à 0, on obtient que Vz de t égale à 0, c'est égal à V0 cos alpha. Donc Vz, il est égal à moins G fois t plus V0 cos alpha. Et en intégrant cette expression, on établit l'expression de Z qui est égale à moins 1 demi G fois t carré plus V0 cosinus alpha fois t plus Z à t égale à 0. Et on sait que le projectile à t égale à 0 était en haut, donc Z de t égale à 0, il est égal à 0. La projection maintenant de la deuxième loi de Newton selon OX donne dvx sur dt égale à 0. Et donc Vx, il est égal à Vx à t égale à 0 par la projection de V0 à t égale à 0. Donc on trouve que c'est V0 cos alpha. Et en intégrant cette expression, on trouve que x, il est égal à V0 cos alpha fois t plus x de t égale à 0. Et x de t égale à 0 est égal à 0. Donc on déduit que t il est égal à x sur V0 cos alpha qu'on remplace dans l'expression de z pour établir l'équation de la trajectoire sous la forme z égale moins g sur 2V0 carré cos carré alpha fois x carré plus qu'on remplace dans l'expression de z pour établir l'équation de la trajectoire sous la forme z égale moins g sur 2V0 carré cos carré alpha fois x carré plus tangente alpha x. On remplace alors z et x par z1 et x1 lorsque le projectile atteint le point M1, ce qui donne 250 égale l'expression exprimée devant vous. Et on divise toute la relation par 500 pour établir l'expression suivante. Moins 1 sur 4 cos carré alpha plus tangente alpha. Donc si on multiplie le tout par 4, on établit que 2. Donc si on multiplie le tout par 4, on établit que 2 est égal à moins 1 sur cos carré alpha plus 4 tangente alpha. Et on remplace 1 sur cos carré alpha par l'expression donnée dans l'énoncé. Pour trouver, c'est moins 1 plus tangente carré alpha plus 4 tangente alpha. Et on établit une équation du second ordre en tangente alpha, telle que tangente carré alpha moins 4 tangente alpha plus 3 égale à 0. Donc en réalisant la résolution de cette équation du second ordre, on établit que tangente alpha est égal soit à 1, soit à 3. Et d'après les réponses proposées dans l'énoncé, la seule solution, c'est tangente alpha égale 1 pour établir alpha égale 45 degrés. Donc la bonne réponse, c'est C. Parce que tangente alpha égale à 3 donne une valeur de alpha qui ne correspond à aucune valeur des données de l'énoncé. Passons maintenant à la question 14 dans laquelle on considère un corps solide S de masse M qui est égal à 1 kg et de centre d'inertie G qui démarre sans vitesse initiale d'un point O sur une piste horizontale OA. Et il arrive au point A, distant de O de 6 mètres, avec une vitesse VA qui est égale à 6 mètres par seconde. Le long du trajet OA, S est soumis à une force horizontale constante dont le sens est celui du mouvement et ayant une intensité F qui est égale à 5 newtons. Et on donne la valeur de G qui est égale à 10 mètres par
secondes. On demande de choisir parmi les données A, B, C, D, E, laquelle est bonne. Alors, on va considérer chaque réponse seule. Alors, ici, puisqu'on ne sait pas est-ce qu'on a des frottements solides entre la piste et le solide S, on ne peut pas connaître pour le moment si la réponse A est juste ou non. C'est pour cela on va commencer par la réponse B. Pour savoir si on a des frottements ou non, on applique le théorème de l'énergie cinétique qui dit que la variation de l'énergie cinétique c'est égal à la somme des travaux des forces appliquées sur S. Ici, on suppose qu'on a R et on ne sait pas son orientation, est-ce qu'il est perpendiculaire ou il est incliné. C'est pour cela que j'ai mis un point d'interrogation sur la figure. Donc, delta EC, il est égal à W du poids plus W de la réaction R plus W de la force F. Puisque le poids il est perpendiculaire sur la trajectoire, donc son travail il est nul. Le travail de la force F il est égal à F scalaire OA, puisque F est dans le sens du mouvement, donc c'est égal à F fois la distance OA. Le travail de la force F, il est égal à F scalaire OA, puisque F est dans le sens du mouvement, donc c'est égal à F fois la distance OA. Alors, on peut écrire la variation de l'énergie cinétique comme étant la différence de l'énergie cinétique en A moins l'énergie cinétique au point O. Et puisque le solide a démarré son vitesse initiale, donc VO est égal à 0. Donc delta EC est égal à 1 demi MVA au carré. Donc on déduit que le travail de la réaction R il est égal à 1 demi MV carré. Donc c'est la variation de l'énergie cinétique moins le travail de la force F, c'est-à-dire moins F fois OA. En remplaçant par les valeurs numériques, on trouve que le travail de la réaction R il est égal à moins 12 joules, c'est-à-dire c'est un travail négatif, ce qui veut dire que le mouvement, il se fait avec frottement, et donc la réponse B est fausse. Pour connaître si la réponse C est juste ou non, on doit tout d'abord répondre à la partie D, pour laquelle on demande l'intensité de la force de frottement. Alors, on sait que le travail de la réaction R, il s'écrit R scalaire OA. Donc, si on considère les projections de R selon la normale et selon la tangentielle, donc on notera F, la partie tangentielle, qui est dans le sens opposé du mouvement, on va trouver que le travail est égal à moins F scalaire OA. Le moins parce que F, elle s'oppose au mouvement. Donc on déduit que F, elle est égal à moins W de la réaction R sur OA. On a déjà trouvé le travail de la réaction R, donc en remplaçant sa valeur par 12, divisé par 6 qui est la valeur de OA, on trouve que c'est 2 newtons. Donc la réponse D est fausse. Maintenant, pour trouver si la réponse A est fausse ou juste, on va appliquer la deuxième loi de Newton. On a la somme des forces qui est égale à la masse fois l'accélération. Donc en réalisant la projection selon l'axe OX, on va trouver que Px plus Rx plus Fx qui est égal à MAX. Et donc, la projection du poids elle est nulle sur l'axe OX parce que c'est perpendiculaire. La réaction R elle donne moins F et la force F, donc elle donne F majuscule. Et donc moins F plus grand F il est égal à MA. Donc ce qui permet de déduire la valeur de l'accélération A qui est égale à F moins F sur M. Donc c'est égal à 3 mètres par seconde moins 2. Et donc la réponse A est fausse. Maintenant, pour déterminer la valeur de K, on sait que K il est égal à F sur Rn. Donc on fait la projection de la deuxième loi de Newton selon cette fois-ci l'axe OY, ce qui donne moins P plus Rn égale à 0. Et donc on déduit que Rn il est égal au poids, c'est-à-dire mg, c'est égal à 10 newtons. Donc en remplaçant dans l'expression de K, on va trouver que K il est égal à 2 sur 10.
Donc c'est égal à 0,2. Donc la réponse C, elle est aussi fausse. Donc toutes les réponses sont fausses. Alors la bonne réponse est E. Donc aucune des propositions n'est bonne. Passons maintenant à la question 15, dans laquelle on a dit que l'isotope K40 du potassium se désintègre pour donner le calcium Ca40. Et les deux courbes de la figure ci-contre représentent les variations en fonction du temps, du nombre de noyaux du potassium et du calcium. Et on a dit qu'on symbolise par T1,5 la demi-vie du potassium 40. Et on demande laquelle des propositions de A à E est bonne. L'équation de désintégration du potassium s'écrit K40 donne Ca40 plus N électrons. Donc la désintégration est de type bêta- et non pas bêta+. Donc la réponse A est fausse. Pour la proposition B, on a le potassium ici se désintègre. Donc le nombre de ces noyaux diminue. Alors la courbe C1 ne peut pas représenter les variations du nombre des noyaux du potassium parce que pour C1, on a une augmentation du nombre des noyaux. Donc la réponse B est fausse. Pour la proposition C, on a T1, il représente la demi-vie du potassium et non pas du calcium. Donc la réponse C est fausse. Il reste maintenant à choisir entre la proposition D et E. Il reste maintenant à choisir entre la proposition D et E. On va écrire maintenant pour répondre la loi de la décroissance radioactive qui s'écrit N de T2 pardon, il est égal à N0 fois l'exponentielle moins lambda T2. Et en remplaçant lambda par ln de 2 sur Tn1,5, on trouve c'est N0 exponentielle moins ln de 2 fois T2 sur Tn1,5. Et donc, en remplaçant les valeurs de N0 et N2 d'après la courbe, on a N0 égale 10 et N de T2 égale à 3. On va trouver que T2, il est égal à ln de N0 sur NT2 sur ln de 2 fois T de N1,5. Et on remplace ln de N0 moins ln de NT2 par ln de 10 moins ln 3. On obtient la réponse E qui est la bonne réponse. Passons maintenant à la question 16 pour laquelle on demande de choisir l'affirmation juste. Alors pour la proposition A, on a dit que la célérité du son dans l'air à température ordinaire et à pression normale est de l'ordre de 240 mètres par seconde. Cette proposition est fausse parce que cette vitesse est de l'ordre de 340 mètres par seconde et non pas 240 mètres par seconde. Dans la proposition B, on a dit que la dispersion est le phénomène de modification de la propagation d'une onde au passage d'un obstacle ayant une dimension de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde de l'onde incidente. Cette proposition elle est fausse parce qu'on parle ici de la diffraction et non pas la dispersion. Pour la proposition C, on a dit que le phénomène qui permet de mettre en évidence le caractère ondulatoire de la lumière est le phénomène de propagation. Non, c'est le phénomène de diffraction. Pour la proposition D, on a dit qu'un faisceau de lumière monochromatique de longueur d'onde 620 nanomètres arrive sur un obstacle percé d'une fente verticale de largeur A qui est égale à 0,10 mm. La figure de diffraction obtenue est horizontale. Cette proposition est juste parce que toujours lorsqu'on a une fente verticale, la diffraction se fait d'une manière horizontale et vice-versa. Attention pour la proposition E, on a dit que l'écart angulaire du faisceau diffracté de la lumière a pour valeur c'est 6,2 fois 10-3. Donc attention pour la proposition E, on a dit que l'écart angulaire du faisceau diffracté de la lumière a pour valeur c'est 6,2 fois 10-3. Donc cette valeur elle est juste
mais lorsqu'il est en radian, parce que on sait que l'écart angulaire il est égal à lambda sur A, donc si on remplace, on va trouver que 6,210 moins 3, mais c'est en radian. Donc la proposition E, elle est fausse parce qu'elle est donnée en degrés et non pas en radian. Passons maintenant à la question 17, dans laquelle on considère un oscillateur mécanique horizontal. C'est un corps solide lié à un ressort. Il est formé d'un corps solide S, de masse M qui est égal à 200 grammes et de centre d'inertie G, fixé à l'extrémité libre d'un ressort à spire non jointive de masse négligeable et de raideur K qui est égal à 20 newtons par mètre. Et l'autre extrémité du ressort, elle est fixée à un support. Et on repère la position de G à chaque instant t par l'abscisse x dans le repère OI. L'ensemble peut coulisser sans frottement le long de la tige t, comme indiqué sur la figure, et quand S est en équilibre, la position de G est telle que x égale à 0. On a dit qu'on écarte dans le sens positif S de sa position d'équilibre d'une distance d telle que d qui est égal à 2 cm, puis on le lance à cet instant avec une vitesse de composante V0x qui est égale à plus 0,2 mètres par seconde. Ici, plus, ça veut dire qu'on lance le solide dans le sens positif. Et on prend cet instant comme origine des dates, c'est-à-dire t égale à 0. Et on a dit que la solution de l'équation différentielle du mouvement s'écrit sous la forme x de t qui est égale à xm cosinus de p sur t0 fois t plus phi. Et on a dit que la solution de l'équation différentielle du mouvement s'écrit sous la forme x de t qui est égal à xm cosinus de p sur t0 fois t plus phi. Et on a donné cosinus pi sur 4. Et on a dit parmi les expressions numériques exprimées de A à E, laquelle est juste. On sait que à t égale à 0, d'après les données, on a x de t égale à 0 égale à d. Et la vitesse initiale, c'est V0x qui est positive. Et on a aussi, d'après les données, que x de t il est égal à xm cosinus de p sur t0 fois t plus phi. On sait que pour un ressort, la période t0, il s'écrit 2pi fois la racine de m sur k. Donc 2pi sur t0, il est donné par la racine de k sur m. Donc en remplaçant k et m par leur valeur numérique, on trouve ces 10 radians par seconde. Et donc on peut écrire que x de t il est égal à xm cosinus dt plus phi. Donc il reste maintenant à trouver la valeur de phi. Alors en dérivant x de t, on obtient l'expression de la vitesse qui est égale à moins 10 fois xm fois sinus dt plus phi. Et on remplace à t égale à 0 dans la valeur de x de t, on trouve c'est xm cosinus phi qui est égal à t. Donc on déduit cosinus phi, c'est d sur xm. Et pour v à t égale à 0, on a trouvé c'est v0x qui est positif, donc implique que sinus phi, il est négatif, il est égal à moins v0x sur 10xm. Donc on trouve l'expression de tangente phi qui est égale à sinus phi sur cosinus phi. Donc c'est moins v0x sur 10 fois d qui est égal à, il est égal à moins v0x sur 10xm. Donc on trouve l'expression de tangente phi qui est égale à sinus phi sur cosinus phi. Donc c'est moins v0x sur 10 fois d qui est égal à moins 1. Donc on trouve la valeur de phi qui est égale à moins pi sur 4. Et donc on remplace dans l'expression de xm la valeur de phi. On trouve que xm il est égal à racine de 2d. Donc la valeur numérique c'est racine de 2 fois 10 moins 2 mètres. D'où l'expression de x de t, c'est 2 racine de 2 fois 10 moins 2 cosinus 10t moins pi sur 4. Donc la bonne réponse ici, c'est D. Dans la question 18, on a dit on prend toujours les mêmes données de la question 17 et on a dit que le solide de S repasse pour la première fois par sa position d'équilibre à un instant T1 tel que il a l'une des propositions données. Lorsque S passe pour la première fois par la position d'équilibre, on a x de T1 égale à 0. Et V de T1, il est inférieur strictement à 0, car S se déplace dans le sens opposé de OX. Et donc x de T1, il est égal à
racine de 2 fois 10 moins 2 cosinus de t1 moins pi sur 4 qui est égal à 0. Donc ce qui permet de déduire que le cosinus de t1 moins pi sur 4 il est égal à 0. Et donc la valeur de t1 moins pi sur 4 il est égal soit à pi sur 2 soit à moins pi sur 2. Donc pour trancher laquelle est la bonne réponse, on va utiliser la valeur de v de t1 qui doit être négative. Donc v de t1 il est égal à moins 2 racine de 2 fois 10 moins 2 fois 10 fois sinus de t1 moins pi sur 4 qui doit être négatif comme on a déjà signalé. Donc pour que cette valeur soit négative, il faut que le sinus soit positif. Et donc on déduit que 10 fois t1 moins pi sur 4 il est positif. Alors il est égal à pi sur 2. Donc t1 il est égal à 3 pi sur 40. Et donc la bonne réponse est A. On passe maintenant à la question 19, pour laquelle on a dit on considère un corps solide S supposé ponctuel de masse M qui est égal à 100 grammes est accroché à l'extrémité du fil d'un pendule simple de longueur L qui est égal à 1 mètre et on lui communique une vitesse horizontale V0 qui est égale à 2 mètres par seconde à partir de sa position verticale et on donne la valeur de G. Et on a dit on choisit le plan horizontal passant par le centre d'inertie de S à la position d'équilibre. Et on a dit on choisit le plan horizontal passant par le centre d'inertie de S à la position d'équilibre comme référence de l'énergie potentielle de pesanteur. Et on va choisir la bonne proposition parmi les 5 proposées. Donc on sait que l'énergie mécanique qui s'écrit comme étant la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle de pesanteur. Alors lorsque θ égale θ max, on a EC égale à 0 et EP il est égal à EPP max. Et donc EM il est égal à EPP max qui est égal à mg fois Zm. D'après la figure, on a Zm il est égal à L moins L cosinus θ max. Et donc, c'est égal à L facteur 1 moins cos θ max, ce qui permet de déduire que EM est égal à MGL facteur 1 moins cosinus θ max. Et donc, la réponse A est fausse. Puisque le mouvement se fait sans frottement, alors l'énergie mécanique se conserve. Et donc, EM pour θ égale à 0, c'est égal à EM pour θ égale θ max. Et lorsque M égale pour θ égale 0, on a EPP, donc il est égal à 0, et EC égale EC max. Donc ce qui permet de déduire que EC max, il est égal à MGL, facteur 1 moins cosinus θ max. Et donc, et puisque EC max égale 1 demi MV0 au carré, donc en remplaçant par les valeurs numériques, on trouve EC max il est égal à 0,2 joules. On déduit que 1 moins cosinus θ max il est égal à 0,2. Donc ce qui permet de déduire que cosinus θ max égale 0,8 et donc B est fausse. D'après la deuxième loi de Newton, on a P plus T égale MA, comme c'est mentionné sur la figure. En faisant la projection dans la base de Freinet, on obtient que Pn plus Tn égale MAN. Avec Pn, il est égal à moins Mg cos θ, et Tn, c'est égal à T. Et puisque AN est égal à V carré sur L, mouvement circulaire ici, on déduit que T, il est égal à MV carré sur L plus Mg cos θ. Donc pour θ égale à 0, on sait que V égale à V0, donc si on remplace toutes les valeurs numériques, on va trouver que T qu'il est égal à 1,40 newton. Donc la réponse C est bonne. Dans la dernière question de l'épreuve de physique, on demande de choisir l'affirmation juste parmi les 5. Dans la proposition A, on a dit lorsqu'on réalise la dispersion de la lumière blanche à l'aide du prisme, le rouge est plus dévié que le violet. C'est faux. Pour la proposition B, on a dit pour réaliser le spectre de la lumière blanche, à la place d'un prisme, on peut utiliser un miroir. C'est faux, parce qu'un miroir, il réfléchit seulement, il ne disperse pas la lumière.
Dans la proposition C, on a dit que les ultraviolets sont des rayonnements dont la longueur d'onde lambda est supérieure à 780 nanomètres. C'est faux, parce que les ultraviolets ont des longueurs d'onde inférieures à 400 nanomètres. La proposition D, on a dit l'activité d'un échantillon radioactif ne varie pas au cours du temps. C'est une caractéristique du type de noyau radioactif que contient l'échantillon. C'est aussi une proposition fausse. Pour la proposition E, on a dit plus un noyau est stable, plus son énergie de liaison par nucléon est grande. C'est juste. Voilà, c'est tout pour cette capsule d'aujourd'hui. Donc, et bonne continuation. Voilà, c'est tout pour cette capsule d'aujourd'hui. Donc, et bonne continuation.